C'est le troisième chapitre. Et c'est Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, qui va prendre la parole. Je vous en prie, monsieur Luminet. Bon, il est clair que... Vous m'entendez ? Voilà. Oui. Il est clair qu'à mesure que la soirée avance, il est de plus en plus difficile de faire briller les étoiles du discours, ne serait-ce que parce que la plupart des choses intéressantes ont déjà été dites, donc il va falloir trouver autre chose. Puis il fait très chaud, vous devez être fatigué. Nous aussi, un peu, ça commence. Mais bon, je vais essayer de faire en fait un pot pourri entre les trois thèmes finalement que l'on a évoqués, qui sont prévus ce soir. L'incertitude, bien entendu, mais les singularités, c'est un sujet qui m'est particulièrement cher, je vous dirai pourquoi. Et puis le problème du temps, lié donc en partie à la cosmologie, mais pas seulement à la cosmologie. Voilà. Alors j'ai envie de revenir sur les singularités. C'est un sujet qui m'est cher parce que ça me reporte de nombreuses années en arrière, puisque avant de devenir astrophysicien des trous noirs, des crêpes stellaires ou de l'univers chiffonné, j'ai fait quelques mathématiques et je me souviens que le premier article technique scientifique que j'ai publié dans les revues spécialisées en 1977 s'appelait occurrence de singularité dans les modèles cosmologiques spatialement homothétiques. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme l'a rappelé Alain tout à l'heure, quand on a des grosses équations mathématiques, par exemple, des équations de la physique, pardon, qui s'expriment évidemment sous forme mathématique, exemple les superbes équations d'Einstein, il y a une infinité de solutions. Seules quelques-unes de ces solutions sont éventuellement pertinentes ou en partie pertinentes pour décrire certains phénomènes et certains aspects de phénomènes. Après, il y a une flopée d'autres solutions qui n'ont sans doute aucune pertinence physique, mais il est quand même malgré tout, ça ouvre le champ des possibles et il est quand même malgré tout fascinant d'étudier les propriétés de ces solutions. Et alors à l'époque, donc, par ma formation d'abord de mathématicien, je m'étais intéressé à cette question-là. Alors c'est vrai qu'au départ, il y avait un problème de cosmologie qui se posait sur justement le statut des singularités. Ces fameuses singularités qui sont quand même partout présentes dans la physique, dans la nature, etc., mais que dans certains domaines on voudrait éliminer, de même que la singularité apparaissant dans la description planétaire de l'atome de Bohr qui, pour créer une singularité parce qu'il est instable, et donc on élimine la singularité en quantifiant les niveaux d'énergie, on se pose réellement le statut du sens physique des singularités dans certains domaines, notamment en cosmologie. Donc la question qui se posait dans les années 60-70, c'était que, bon, apparemment, les solutions cosmologiques des équations de la relativité présentant beaucoup de symétrie, on appelle ça des solutions spatialement homogènes et isotropes. Michel, je t'en prie. Voilà, découverte par Alexander Friedman et Georges Lemaître dans les années 1920 et 1930, ces solutions présentaient effectivement des singularités, soit des singularités inéluctables dans le passé, puis certaines des singularités dans le futur. De même également, les solutions trous noirs présentent des singularités dans le futur. Voilà. Alors les singularités ne sont absolument pas impensables, inadmissibles. Au contraire, on les pense et on essaie de les décrire, de les classifier. Et c'était un travail intéressant à l'époque. Et donc les singularités qui apparaissent dans les équations de la relativité ou dans des modèles cosmologiques, par exemple, ça se définit comme en fait des extrémités de courbes qu'on appelle des géodésiques. Des géodésiques, c'est l'équivalent de lignes droites dans des espaces non euclidiens, voire des espaces-temps non euclidiens. Et c'est les trajectoires qui peuvent classifier les géodésiques. Il y en a qui peuvent être parcourus par les photons, les rayons lumineux. Il y en a d'autres qui sont parcourus par les particules matérielles. Puis il y en a d'autres qui sont parcourus éventuellement par des particules imaginaires. Alors on aimerait en physique avoir des géodésiques qui se prolongent indéfiniment, que l'espace soit fini ou infini, peu importe. Or, il se trouve que dans beaucoup de solutions, il y a des géodésiques qui s'arrêtent à un moment, on dit qu'elles sont incomplètes, et c'est comme ça qu'on arrive à définir les singularités en cosmologie ou en relativité par l'incomplétude géodésique. On va arriver à classer finalement ces extrémités incomplètes de géodésique. Alors, pour être un peu moins abstrait, par exemple, la chute libre d'un objet ou d'une particule dans un trou noir de Schwarzschild, dont la singularité, effectivement, Thiebaud est extrêmement simple, ça suit une géodésique de l'espace-temps qui s'arrête, donc ça marque la fin du temps et c'est une singularité.
Bien, voilà. La singularité dans le passé, quand on extrapole les géodésiques qu'on appelle les lignes d'univers, par exemple les lignes d'univers des galaxies, suivies par les galaxies, par exemple, au cours de l'expansion cosmique, également, elles s'interrompent dans le passé, il y a une incomplétude géodésique, c'est ce qu'on appelle traditionnellement le Big Bang au sens de la singularité du terme, et non pas le terme. Pour nous, les astrophysiciens et les cosmologues, on développera ça sans doute avec Michel et Jean, le vrai Big Bang, ce n'est pas la singularité, le vrai Big Bang, c'est le grand récit d'un univers qui évolue au cours du temps à partir d'une configuration initiale qui reste encore un petit peu mystérieuse, mais qui est certainement très chaude, très dense, on en a les preuves expérimentales dans le ciel, et qui se dilate en se refroidissant, et puis on se pose quelques questions sur le futur. Bref, je reviens sur mon histoire de singularité, dont je me souviens très bien des travaux mathématiques fort intéressants, où on arrivait finalement à définir réellement, à réincorporer ces singularités qui normalement ne sont pas des points appartenant à l'espace-temps. On faisait des jolies constructions avec des fibrés que l'on complète, on faisait une complétude, etc. de ces fibrés. On arrivait à réellement classer des singularités, puis on trouvait qu'il y avait des singularités fortes, des singularités faibles, etc., etc. Voilà. Alors par exemple pour les trous noirs, et je n'en dirai pas plus sur les trous noirs, en fait essentiellement il y a 3 types de trous noirs. Il y en a un où effectivement les singularités sont un peu simples, c'est le trou noir de Schwarzschild, celui qui est rond, parfaitement sphérique, qui ne tourne pas, il est statique, donc la singularité, elle est dans le futur, c'est une sorte en fait de nœud, un point si vous voulez, un point singulier, où toutes les géodésiques qui rentrent dans le trou noir convergent. En revanche, quand un trou noir tourne, et la solution astrophysique réaliste, c'est un trou noir qui tourne, car tous les objets célestes tournent et les trous noirs ne sont jamais que le résultat de l'effondrement gravitationnel d'un objet céleste, donc les trous noirs doivent tourner. Ils sont décrits par une autre solution des équations qu'on appelle la solution de Kerr. Là, la singularité, elle est un peu plus intéressante parce qu'elle a la forme d'un anneau. Et en fait, toutes les lignes, les géodésiques, ne convergent pas nécessairement vers l'anneau. Donc le fond de l'espace n'est pas nécessairement bloqué par la singularité de Schwarzschild, comme c'est le cas pour le trou noir statique. On peut éventuellement, par exemple, survoler l'anneau en évitant les points singuliers, ou même on peut carrément passer à travers l'anneau et tout en restant à l'intérieur du trou noir, déboucher. En tout cas, quand on fait des extensions analytiques maximales, c'est peut-être des solutions idéalisées, bien entendu, on peut passer à travers l'anneau et déboucher sur un espace infini à l'intérieur du trou noir. Bon, donc c'est vraiment un jeu mathématique absolument fascinant de travailler sur ces différents types de singularités qui apparaissent dans les solutions. Alors justement, c'est un jeu mathématique, mais est-ce que c'est un jeu physique pertinent? Donc telle est la question qui se posait. Et donc l'une de ces questions, c'est une hypothèse qui avait été avancée par des cosmologistes russes initialement. Ils pensaient que en fait les singularités ne devaient pas exister réellement dans les véritables solutions physiques et qu'elles n'apparaissaient que parce qu'on travaillait avec des solutions exactes des équations qu'on a réussi à résoudre, les solutions exactes. Si on a réussi à les résoudre, c'est uniquement parce qu'on a imposé beaucoup de symétrie. Donc des simplifications énormes. Voilà. Et donc l'hypothèse, c'est parce qu'il y avait beaucoup de symétrie, qu'il y avait des singularités. Et si peut-être on enlevait les symétries, les singularités disparaîtraient. Alors le petit travail minuscule que j'ai fait, que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que dans un modèle spatialement homothétique, le groupe de symétrie il est un peu moins puissant que dans les modèles de Friedmann-Lemaitre, et malgré tout, j'avais démontré que mathématiquement, il y avait quand même occurrence de singularité. Voilà. À peu près un petit peu avant, ou à la même époque, dans la décennie qui précédait, de toute façon, Hawking et Penrose avaient fait 2 démonstrations absolument magnifiques, extrêmement élégantes, sur l'occurrence inévitable des singularités, soit dans le passé avec le Big Bang, soit dans le futur avec les trous noirs, dès lors que des conditions physiques plausibles étaient respectées, positivité de l'énergie, etc., etc. Donc ça montrait qu'en fait, les singularités faisaient partie intégrante de la relativité générale. Bien. Alors ça remontait, donc maintenant je fais un autre retour en arrière encore bien plus ancien que mes petits travaux de jeunesse, ça remonte donc à la genèse des modèles du Big Bang. Comme l'a rappelé Thibault, c'est un mathématicien et météorologue en fait russe qui s'appelait Alexandre Friedmann, qui est le premier à trouver des solutions exactes des équations de la relativité, susceptibles donc de décrire cette fois-ci l'ensemble de l'univers, et non pas des endroits localisés particuliers, comme le pourtour des étoiles ou ce genre de choses, qui présentaient en fait effectivement une singularité, donc des modèles qui seront plus tard appelés les modèles de Big Bang. Il avait trouvé donc essentiellement 2 solutions possibles.
Toutes les solutions partaient d'une configuration initiale infiniment petite, un point, le singulier, puis les solutions étaient en expansion, soit une expansion perpétuelle, ou soit une expansion contraction, le modèle dit fermé. Et Friedman faisait l'hypothèse, c'était un pari qu'il faisait, c'est que par exemple dans le modèle fermé, qu'on appellera plus tard Big Bang, Big Crunch, l'univers, au lieu de s'annihiler dans une singularité de Big Crunch, pouvait renaître de ses cendres, un peu comme le phénix, effectivement, et produire un univers phénix, c'est-à-dire des cycles d'univers. Et c'est vrai qu'il était influencé par ses lectures et notamment les philosophies orientales. Et quand on lit ses articles, il fait allusion à la respiration de Brahma et aux fameuses grandes époques de la cosmogonie hindoue qu'on appelle des kalpas, qui est la durée de respiration du souffle de Brahma qui s'expand, puis après qui se recontracte, et puis l'univers n'existe plus. Brahma rentre dans le sommeil, puis un jour il se réveille à nouveau, il respire et l'univers renaît à nouveau. Ça, on trouve ça dans un article, dans un ouvrage de vulgarisation peu connu, une vulgarisation assez complexe d'ailleurs, d'Alexandre Friedman. À l'époque de Friedman, Friedman a publié ses travaux en 1922 et 1924. On ne connaissait pas encore la physique quantique. Donc Friedman croyait vraiment que la singularité de départ, c'était le temps zéro. Et il appelait ça la création du monde. Pour lui, c'était réellement la création de l'univers au temps zéro. Après, l'autre grand personnage, c'est un de mes personnages favoris, c'est Georges Lemaître, ce génial physicien belge, qui était abbé également, mais qui ne mélangeait pas les deux pratiques et les deux façons de percevoir et de se représenter le cosmos et les grands problèmes de l'homme face au cosmos. Donc Georges Lemaître a repris également les équations d'Einstein, initialement d'ailleurs en ignorant tout à fait les travaux de Friedman, et a redécouvert, en rajoutant encore des paramètres intéressants, a redécouvert donc l'ensemble des solutions cosmologiques possibles, susceptibles de décrire l'évolution de notre univers, solutions sur lesquelles on travaille essentiellement encore, même si depuis on a rajouté 2-3 petits paramètres, mais essentiellement l'esprit est là dans les articles de Lemaître, essentiellement celui de 1931. Et à l'époque, on commençait à travailler un peu sur la physique nucléaire, il y avait des bribes de physique quantique qui apparaissaient ça et là, et Lemaître n'était pas spécialiste de ça, mais il a senti que c'était la physique quantique qui sans doute était à la racine de toute cette affaire-là, l'histoire du début du temps. Et Georges Lemaître, lorsqu'il a calculé en fait le début de l'univers, contrairement à Friedman, il n'a pas dit que c'était le temps zéro, ni un point, il a dit que c'était... Il a appelé ça l'atome primitif, avant que ce soit nommé plus tard de façon ironique Big Bang, par un des adversaires de la théorie. Il appelait ça l'atome primitif. À l'époque, l'atome on commençait à soupçonner qu'il était soumis à des processus quantiques, et donc il pouvait se désintégrer. Et donc Lemaître avait imaginé que, en fait, l'état initial de l'univers n'était pas un point infinitésimal, une singularité, mais déjà un état certes très concentré et très dense, mais de taille finie, à peu près la taille du système solaire, une sorte d'atome gigantesque, l'atome primitif, qui après, par des processus de physique quantique, donnait naissance à la multiplicité des choses à partir d'une unité quantique originelle. Et il a publié un article absolument extraordinaire en 1931 qui s'appelle La naissance quantique de l'univers. Voilà. Alors cet article a été absolument incompris, rejeté par l'ensemble de la communauté des astrophysiciens, essentiellement. Einstein, cet immense génie extraordinaire, avait également ses limites, comme tout esprit. Il y a deux choses qu'il supportait pas. Il supportait pas les singularités et il supportait pas l'incertitude. Donc il a eu des problèmes avec la physique quantique, l'incertitude qu'il l'assimilait en fait à une forme d'indéterminisme. Pas forcément la bonne interprétation, et il acceptait mal l'idée d'une singularité, puis après d'une évolution, puisqu'en fait, le premier modèle la première solution qu'Einstein avait trouvée à ses propres équations pour décrire l'univers, c'était un univers absolument éternel, dit statique, sans aucune singularité. Il a été extrêmement choqué de voir apparaître des solutions de sa théorie qui prédisaient des singularités, et puis des univers qui évoluaient au cours du temps. Donc il a commencé à faire un procès, je dis un procès scientifique, bien entendu, des procès de bonne loi, à Friedman en pensant qu'il a fait une erreur de calcul, et puis Friedman lui a démontré qu'il n'avait pas fait d'erreur de calcul. Alors Einstein a fait amende honorable, il a écrit un petit rectificatif en disant les solutions de Friedman sont effectivement pertinentes. Et puis sur le manuscrit original qu'il a envoyé à la revue, il y a une dernière phrase qui a été barrée dans la publication,
mais elle est dans l'original. Il a rajouté auquel les solutions de Freeman, auxquelles on ne peut prêter aucune pertinence physique. Il ne voulait pas accepter ça. Ça a été encore pire avec le maître, lorsque le maître a proposé ces solutions et qu'il a rencontré Einstein. Einstein lui a dit Monsieur le maître, vos mathématiques sont superbes, mais votre physique est absolument abominable. Parce que c'était une physique qui présumait une évolution de l'univers à partir d'une configuration initiale, certes pas singulière, mais quand même assez étrange. Voilà. Donc, comme vous le savez, je ne vais pas vous retracer toute l'histoire du Big Bang, qui est une histoire absolument fascinante. Après, les éléments expérimentaux ont commencé à s'accumuler. L'expansion de l'univers, d'abord, bien entendu, que le maître avait également prédite avant Hubble, la genèse des éléments dans la fournaise de l'univers primitif, et puis surtout la découverte du rayonnement fossile, qui est effectivement le vestige aujourd'hui refroidi que l'on observe partout dans le ciel, autour de nous, en nous, dans cette pièce, etc. Il y a des photons résiduels du Big Bang. On en mesure l'énergie et ça correspond exactement à ce que prédisaient donc les modèles du Big Bang. Bien. Alors ça, c'est la relativité. Ce sont les solutions dites de Friedman, le maître des équations de la relativité générale, susceptibles de décrire un univers dit spatialement homogène et isotrope, ce qui correspond en fait à un grand nombre de symétries qui correspondent à peu près aux observations. Homogène, ça veut dire que la matière est répartie à peu près de la même façon dans l'univers. À grande échelle, c'est vrai, c'est faux à petite échelle. À petite échelle, vous avez des étoiles, des amas d'étoiles, vous avez des galaxies, des amas de galaxies. Mais à partir d'une certaine échelle, l'échelle des super-amas de galaxies, après ça s'homogénéise et tous les super-amas de galaxies sont répartis de façon à peu près homogène et uniforme. Voilà. Donc vous imaginez qu'effectivement, si vous avez une distribution uniforme, ça simplifie beaucoup les équations. Ne serait-ce que parce que, par exemple, la courbure de l'espace devient le même uniforme. Et puis c'est isotrope, ça veut dire que c'est indépendant de la direction. Bien. Alors problème, donc dans ces solutions-là, enfin problème ou pas problème, hein, ça dépend du point de vue. Dans toutes ces solutions-là, il y a effectivement une singularité initiale. Est-ce que c'est vraiment le temps zéro? C'est là où les cosmologistes qui se veulent physiciens commencent à renacler. En disant, même le maître avait dit lui-même, l'atome primitif a créé le temps et a créé l'espace. Pour lui, en fait, c'est une création quantique du temps et de l'espace. C'était un peu prématuré à son époque, mais le problème, c'est qu'on ne pouvait donc pas parler d'un avant le Big Bang. Et la formulation elle-même, c'est une formulation classique. Effectivement, toujours le problème du temps. On prend un temps classique et donc après... Voilà. Et alors, moi, je me souviens avoir commencé mes conférences de vulgarisation, enfin, grand public, sur le Big Bang, et pendant des années, avant qu'on apparaissent certaines théories nouvelles dont a parlé un petit peu Thibault, et dont je vais dire quelques mots plus tard, quelque part, c'est ça, la question même, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, c'était une question qu'on ne pouvait pas poser, ou en tout cas qui était mal formulée, puisque le Big Bang était censé avoir créé le temps, donc avant est une notion temporelle, donc la question elle-même n'a aucun sens, n'a aucune pertinence. Mais évidemment, quand je répondais ça aux personnes qui me posaient judicieusement la question, personne n'était content, ni eux, ni moi. Voilà. Alors il y avait une autre façon de répondre, c'est une question qu'on attribue, c'est une réponse qu'on attribue à Saint Augustin. Oui, tout le monde la connaît. Voilà, Saint Augustin, à l'époque où on croyait que il y avait un Big Bang, mais sauf que c'était Dieu qui avait créé le monde. Voilà, on posait la question, mais que faisait Dieu avant de créer le temps? Voilà. Et on attribue à Saint Augustin une réponse apocryphe sans doute, mais qui est assez jolie. Le livre, le 11 des Confessions. Il préparait l'enfer pour ceux qui posent la question. Voilà. Alors nous, les physiciens et les cosmologistes, on essaie, on va pas en enfer, même s'il fait extrêmement chaud là sur le plateau, et on essaie de trouver des solutions. Alors la solution, elle vient peut-être justement de la physique quantique, puisque de la même façon que la physique quantique avait résolu le problème de singularité de l'atome, du modèle planétaire d'atomes, pourquoi, si on l'incorpore dans la relativité générale, d'une façon ou d'une autre, ne supprimerait-elle pas cette chose un peu gênante et embarrassante pour le physicien que sont ces singularités? Je veux dire, pourquoi c'est embarrassant pour le physicien? Parce que les singularités correspondent en général à des paramètres qui deviennent infinis. La courbure, par exemple, devient infinie, ou la température, si vous l'extrapolez, devient infinie, etc. Donc les physiciens n'aiment pas ça, parce qu'en général, ils n'aiment pas mesurer l'infini. Bon, parce que normalement, on ne peut pas mesurer des quantités infinies. Bon, donc il va essayer d'élargir le cadre.
Alors donc ça c'est toute la démarche maintenant de la cosmologie de ces 20 ou 30 dernières années, des cosmologies qui tentent cette fois-ci d'incorporer quelques principes de la physique quantique pour décrire les instants les plus primordiaux de l'univers. Disons que la cosmologie, les modèles de Freeman classiques dont j'ai parlé sont extrêmement pertinents à partir, disons, au moins du premier 10 milliardième de seconde, puisque ça c'est plutôt testé expérimentalement de façon à peu près correcte. Peut-être qu'on peut extrapoler encore un peu plus en avant, mais il est certain qu'on ne peut pas extrapoler jusqu'à un temps zéro, parce qu'il faut quantifier quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il faut quantifier? Il y a plein de pistes possibles. Alors Thibaut a parlé un petit peu de la théorie des cordes, qui est l'une des approches fascinantes. Au départ, c'est pas du tout une théorie censée vouloir supprimer, enfin construire une théorie pour supprimer les singularités de Big Bang, absolument pas. C'est une théorie d'unification, une magnifique idée, expliquer les particules élémentaires par des modes vibratoires d'objets unidimensionnels qui vibrent, et la particule n'est que justement la manifestation d'un mode vibratoire, et donc il n'y a plus que deux particules dans l'univers, les cordes ouvertes et les cordes fermées, et toutes vibrent, et chaque mode vibratoire va nous dire que tantôt c'est un électron, tantôt un photon, tantôt un neutrino, ainsi de suite. Classification donc extraordinaire, unification magnifique des familles de particules. Il y a un prix à payer, énorme, un prix physiquement embêtant mais mathématiquement fascinant. Pour que ça marche, il faut supposer qu'il y a des dimensions supplémentaires de l'espace, pas seulement 3 dimensions d'espace, une dimension de temps, davantage de dimensions d'espace. Pourquoi il faut inventer des dimensions supplémentaires pour résoudre certains problèmes? Vous connaissez ça, un petit truc, une petite devinette avec des allumettes. On vous met 6 allumettes sur la table et on vous dit combien vous pouvez faire de triangles équilatéraux. Alors vous essayez sur la table et vous faites 2 triangles équilatéraux, puis il vous reste une allumette. Et vous dites, mais en fait, on peut en faire 4. Mais c'est pas possible. Mais si, il faut rajouter une dimension, vous faites la verticale, vous faites un tétraèdre, c'est une pyramide, et vous avez bien vos 4 triangles équilatéraux avec vos 6 allumettes. Donc, toute proportion gardée, la théorie des cordes, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais il faut rajouter 7 dimensions. Faisant dans les versions, plusieurs versions. Enfin, par exemple, une version, on peut rajouter 7 dimensions pour résoudre ce problème des modes vibratoires. Bon, normalement, c'est Thibaut qui devrait en parler, mais peut-être que tu développeras plus tard cet aspect-là. L'une des choses fascinantes de la théorie des cordes, enfin, il y a plusieurs aspects fascinants, c'est le rôle du vide fondamental, et les états du vide. Et chaque état du vide, c'est peut-être une réalisation d'un univers. Et on rentre dans les modèles fascinants de plurivers ou de multivers, etc., etc. Dans ces modèles-là, par exemple, notre univers ne serait qu'une réalisation particulière de l'écume du vide. Nous serions un autre univers avec son histoire particulière, serait une goutte de l'écume du vide. Le vide foisonne en permanence avec son énergie et fabrique des univers dans des dimensions supplémentaires, etc., qui ont tous des histoires différentes. Voilà, ça me rappelle d'ailleurs une très belle phrase de Paul Valéry, qui disait « Les événements sont l'écume des choses, mais moi, c'est la mer qui m'intéresse ». Nous, on essaie de travailler aussi là-dessus, sur la mer, ce qu'il y a dessous. Voilà, donc ça, c'est l'une des approches. Et puis, l'une des difficultés, Étienne l'a mentionné brièvement, c'est le problème de la testabilité expérimentale de cet ensemble de théories, puisqu'il n'y a pas une théorie des cordes, il y en a à peu près 10 puissance 500. Une autre approche qui est aussi fascinante, même s'il peut y avoir une guerre entre les deux écoles, ça s'appelle la loop quantum gravity, la gravité quantique à boucle. C'est plutôt une philosophie qui part de la relativité, plutôt que de partir de la physique quantique. La relativité générale nous dit que, en fait, la gravitation, c'est la courbure de l'espace-temps. C'est une manifestation de la courbure de l'espace-temps. Si on veut quantifier la gravitation, pour unifier les interactions, grosso modo, vous avez la relativité générale pour la gravitation, et puis vous avez la physique quantique pour les 3 autres. Électromagnétisme, interaction nucléaire forte et faible. Voilà. Si vous voulez les unifier, ça veut dire que quelque part, il faut mettre ensemble l'extraordinaire magnifique schéma de la physique quantique et l'extraordinaire magnifique schéma de la relativité générale, mais qui fonctionnent dans des régimes différents. Alors, dans la plupart des cas, c'est bien, les régimes sont séparés, on s'en contente, mais justement, si vous vous intéressez au fond des trous noirs, au prétendu début de l'univers, au Big Bang, là, il faut les mettre ensemble. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'élaborer ce genre. Donc, ce genre de choses. Donc, dans la philosophie de la relativité générale, puisque tout se réduit à de la géométrie, si vous voulez quantifier la gravité, ça veut dire que vous quantifiez la géométrie, donc vous quantifiez l'espace et le temps. Donc, vous avez une sorte d'équivalent des grains, des quanta,
quanta d'espace, un quanta de temps, un atome de temps et un atome d'espace absolument irréductible. Voilà. Alors là, ça aussi, si on rentre dans un domaine également de description mathématique complètement nouveau, fascinant, on n'a plus besoin de dimensions supplémentaires, mais c'est de la topologie, théorie des nœuds, tout l'ensemble de choses, et on a un espace-temps granulaire. Alors ce qui est intéressant, il y a beaucoup de résultats théoriques qui ont été obtenus récemment là-dessus, et qui éclairent un petit peu justement sur le statut des singularités, et également les singularités disparaissent. J'ai oublié de dire que dans la théorie des cordes, dans beaucoup de situations, les singularités disparaissent en tant que les singularités de type Big Bang à infini, parce que par exemple, dans certaines circonstances, au lieu d'arriver à une singularité, vous finissez par un paquet de cordes, par exemple. Hein. Une chose, voilà. Ou dans un autre modèle, par exemple, le modèle dit épicérotique. Vous avez travaillé dans un espace fondamental à 10 dimensions. Ce qu'on appelle jusqu'à présent notre univers, notre espace-temps, n'est qu'une tranche, n'est qu'une membrane à 3 dimensions d'espace plus une de temps, un peu comme un drapeau qui peut se déplacer, flotter dans cet espace monumental. Et lorsque deux brânes se croisent, elles peuvent se croiser. Vu depuis une brâne, le croisement ressemble à un Big Bang. Et donc on voit bien que dans l'espace global, ce n'est plus une singularité, c'est une singularité que vue à travers la projection et la membrane. Hein, voilà. Bon, ça c'est la théorie des cordes. La gravité quantique, vous avez des atomes irréductibles d'espace et de temps, et elle calcule que, c'est des résultats relativement récents, que lors de l'effondrement gravitationnel pour former un trou noir, par exemple, dans le futur, ou l'effondrement gravitationnel dans le passé, pour le Big Bang, eh bien, il y a la singularité est remplacée par ce qu'on appelle le Big Bounce, c'est-à-dire le grand rebond, un grand rebond. Ça veut dire qu'à très petite échelle, qui est à peu près de l'ordre de l'échelle de Planck, parce que c'est l'échelle à peu près de l'atome d'espace irréductible, la gravité deviendrait fortement répulsive. Et donc on peut parfaitement maintenant imaginer un univers de pré-Big Bang, dans lequel, par exemple, une phase antérieure, on aurait un univers en contraction, et au lieu de s'évanouir et de s'annihiler dans un Big Crunch, il passerait dans une sorte de petite boîte noire quantique qui reprocesserait tous les paramètres, et on aurait un nouveau cycle d'univers. Nous serions dans l'un de ces cycles particuliers. Voilà. Donc ce sont des approches évidemment très discuté. Je l'ai décrit de façon absolument barbare, tellement que je simplifie les choses, simplement pour donner un petit aperçu. Je n'omettrai pas qu'il y a d'autres approches tout aussi fascinantes. La géométrie non commutative de Alain, bien entendu, mais ça je n'en parlerai pas. Mais enfin, c'est aussi une alternative possible qui doit être étudiée, approfondie. Je voudrais finir maintenant sur le si on veut faire disparaître les singularités, après tout, pourquoi on ne ferait pas disparaître le temps, finalement? Parce que le temps, c'est le champ. Ben nous-mêmes, on aimerait bien faire disparaître le temps. Mais enfin, bon. Ou revenir en arrière dans le temps pour changer le futur. Bon. Le physicien, lui, il recherche des lois invariables, des lois immuables quelque part. Il cherche des invariants. Et le temps, c'est le changeant. Donc, on peut s'interroger réellement sur le statut physique du temps. Figurez-vous qu'on commence à avoir certaines approches aujourd'hui, par exemple dans la cosmologie quantique ou dans d'autres approches, où le temps n'est peut-être effectivement qu'un paramètre secondaire de la physique. Tout se réduirait en fait à de l'espace. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez avoir des opérateurs mathématiques, qu'on appelle des opérateurs purement spatiaux, qui agissent uniquement sur l'espace, et vous mettez ces opérateurs les uns à côté des autres. Vous créez une relation d'ordre. Le temps, c'est une relation d'ordre qui vous permet de définir passé, présent, futur, éventuellement, hein, avec le présent qui bouge constamment. Enfin, c'est une relation d'ordre quand même. C'est pour ça qu'on a mathématisé le temps à l'époque de Galilée et de Newton par une suite numérique, ou par la ligne des réels, par exemple. Voilà. Donc c'est une relation d'ordre. Vous pourrez créer une relation d'ordre avec des opérateurs spatiaux que vous mettez les uns à la suite des autres et qui ne commutent pas. Ou alors dès que vous essayez de changer l'ordre des opérateurs, vous créez une autre relation d'ordre. Et donc quelque part, vous pourriez avoir une illusion de l'écoulement du temps simplement parce que vous avez un classement d'opérateurs spatiaux. Voilà. Alors bon, ces approches sont encore tout à fait rudimentaires et balbutiantes, mais ce sont des approches que je trouve moi personnellement très intéressantes. De la même façon que dans la physique pré-relativiste, on avait vraiment un temps absolu séparé de l'espace absolu. Avec la relativité, on commence à incorporer le temps dans l'espace. Le temps commence à se fondre dans l'espace. Et pourquoi ne disparaîtrait-il pas complètement, peut-être, de la physique, enfin, ou en tout cas, ne deviendrait plus qu'une sorte de polarisation particulière que crée notre cerveau.
l'essentiel se réduisant peut-être à de l'espace. Et la seule, je vais terminer, la seule... il y a un exemple que j'aurais aimé donner, mais malheureusement c'est un exemple musical, donc je ne peux pas vous le faire écouter, certainement je ne vais pas vous le chanter. C'est un passage extraordinaire de l'opéra de Wagner qui s'appelle Parsifal. Wagner a composé cet opéra en 1883, à l'époque à peu près où Maxwell commençait, effectivement, où il y avait la théorie de Maxwell, et on commençait à soupçonner que peut-être la mécanique classique rencontrerait quelques problèmes. Hein, les problèmes du corps noir, ce genre de choses. Voilà, les expériences de Michelson et Morley qui montraient qu'il n'y a sans doute pas d'éther et ce genre de choses. Alors c'est un petit peu comme si l'intuition de l'artiste extraordinaire, le génie de l'artiste, avait une intuition de quelque chose qui était dans l'air, la fin de l'espace et du temps comme entité séparée. À un moment, dans le troisième acte de l'opéra, le guide de Parsifal, qui s'appelle Gouvernements, dit ils vont aller vers le Graal, vers la cérémonie du Graal, et il dit « Tu vois mon fils, ici le temps devient espace ». Le temps devient espace. Et on a une transposition musicale absolument fascinante chez Wagner, où quand on lit la partition de cela, pendant que Gouvernements dit « Tu vois, mon fils, le temps il devient espace », on a la partition, ce sont des blocs d'accords comme ça, et puis à un certain moment, la musique se transforme et elle s'étale dans l'espace, et on a une mélodie qui se développe. C'est absolument fascinant, cette transposition, cette incorporation du temps musical dans l'espace, qui mélange l'horizontalité et la verticalité, parce qu'en musique, vous avez un développement spatial horizontal, un développement vertical sur les accords, et Wagner fait l'exploit extraordinaire de mélanger les deux. Voilà, et de belles prémonitions de ce qu'allait devenir peut-être un peu une partie de la physique du XXe siècle. Je disais en commençant tout à l'heure en vous présentant que vous aviez aussi, un peu comme Michel qui va prendre la parole maintenant, que vous avez un intérêt particulier pour la poésie. Vous parlez de l'intuition, vous parlez de la musique. On parlera des questions d'ordre métaphysique tout à l'heure et on reviendra sur la notion du pari. On va garder les questions pour la fin parce que c'est vrai que le temps passe vite. Là, décidément, malheureusement, ce temps-là, on est obligé de composer avec. Mais je reviendrai aussi sur... Je ne sais pas si le mot hasard a un sens pour vous tous, mais je pense aussi à la nécessité. Parce qu'à vous écouter depuis le début de cette soirée, tout ce qui relève de la question de la singularité apparaît comme un élément dynamique qui vous sert et qui m'apparaît, moi, à l'extérieur du cercle, comme peut-être une nécessité dans le champ de la recherche, dans cette prise de risque que vous évoquiez aussi tout à l'heure.